Donc, pour débuter la soirée, j'inviterai M. Bergeron à nous faire une présentation de 15 minutes sur, au fond, la nature et la provenance du pétrole qui serait transporté par l'oléoduc, ainsi que les marchés visés. Alors, je vous rappelle, M. Bergeron, que Mme Lavoie va vous montrer une pancarte avec 3 minutes quand il vous restera 3 minutes. Allez-y, M. Bergeron. Merci, M. le Président. Donc, on sait que l'Ouest canadien, en particulier l'Alberta, recèle de très grandes quantités de pétrole. En fait, on sait que les sables bitumineux de l'Alberta représentent la 3e plus grande réserve de pétrole au monde. On parle de 166 milliards de barils et une production actuelle de 2,3 millions de barils par jour qui se compare avec le total dont je parlais hier, produit dans l'Ouest de 3,66 millions de barils par jour. Des réserves récupérables de pétrole de réservoirs étanches de 9,1 millions de barils, dont la production est actuellement de 400 000 barils par jour. On sait que le pétrole des sables bitumineux, en fait, ça génère un bitume qui est obtenu par extraction ou par une technique qu'on appelle in situ. Le bitume est ensuite valorisé en brut léger, ce qu'on appelle le brut synthétique, où il est mélangé avec du diluant pour permettre son transport par oléoduc. Le pétrole de réservoir étanche, dont on entend parler, par exemple, du côté américain dans la formation de Bakken, c'est un pétrole brut léger qui est extrait de réservoirs par fracturation hydraulique en plusieurs étapes. Maintenant, quand on regarde les productions, les prévisions de production à moyen et long terme, vous avez ici un graphique jusqu'à l'an 2030. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la part importante d'augmentation vient des sables bitumineux. On a ici des prévisions jusqu'à l'an 2014, fournies en 2014 jusqu'à l'an 2030 qui proviennent de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Maintenant, comme je vous l'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, ces données-là ont été publiées avant l'annonce par le gouvernement de l'Alberta du plafonnement des émissions de gaz à effet de serre à 100 millions de tonnes par année. Donc, ces prévisions-là pourront être appelées à changer une fois qu'on aura pris ce facteur-là en compte finalement. Les productions de sable bitumineux, comme on peut le voir, c'est surtout au niveau de la production in situ qui consiste essentiellement à injecter de la vapeur dans le sol pour faire ressortir du liquide. Et on prévoit que cette croissance-là sera de l'ordre de 800 000 barils par jour entre aujourd'hui et 2020. Je vous donne ici quelques exemples de projets qui sont présentement en marche. Je vous mentionnais plus tôt aujourd'hui que des projets sont en marche et devront démarrer d'ici 2020. Donc, vous avez ici, dans la dernière colonne, les dates de mise en service. Alors, comme vous voyez, ce sont vraiment les projets dans un horizon d'à peu près 2 ans. Et ici, on en a pour à peu près 470 000 barils par jour. Et essentiellement, ce que je vous dirais, c'est que Cenovus, Suncor et CNRL sont les entreprises qui sont appelées à augmenter le plus leur production. Et on sait que la durée de vie d'un projet tel que ceux qui sont présentés ici est de l'ordre de 25 à 50 ans. Maintenant, quelques mots sur la production américaine. On a vu souvent dans les médias que la production essentiellement du pétrole de schiste est la source principale de croissance de production du brut américain. Donc, ce qu'on peut voir ici, il y a une petite erreur au niveau de l'échelle, mais je pense que c'est à peu près 2020 où on voit un plafonnement de la production du côté américain. Ici, on est en millions de mètres cubes par jour, essentiellement une dizaine de millions de barils par jour. Et par la suite, un déclin. Et ça vient affecter, si vous voulez, les producteurs canadiens parce que le Canada exporte 81% de sa production de pétrole. Alors, ce qui se passe entre aujourd'hui et 2020, c'est que le pétrole canadien est déplacé par du pétrole américain pour l'approvisionnement des raffineries américaines, ce qui fait en sorte que l'accès aux marchés mondiaux pour les producteurs de l'Ouest devient encore plus important. Maintenant, quelques mots sur le bassin Williston,
qui est une région qui couvre la Saskatchewan, le Manitoba, le Montana et le Dakota du Sud et du Nord. Donc, essentiellement la même formation du côté américain et canadien. Et c'est une formation qui génère actuellement environ 1,1 million de barils par jour. Et à la fin 2015, 41% du brut Bakken à destination des marchés nord-américains était transporté par train parce que les oléoducs ne suffisent pas. Et un des objectifs d'Énergie-Est, c'est de transporter une partie de la production de Bakken vers les raffineries de l'Est du Canada. Maintenant, on assiste actuellement à un phénomène qui fait en sorte que le brut canadien est escompté de 10 à 15 $ le baril. Essentiellement, on sait qu'il y a 8 raffineries américaines qui achètent 50 % de la production qu'on appelle WCS. Et ça fait en sorte qu'il y a une pression énorme sur le prix. Les producteurs canadiens doivent escompter énormément le brut parce qu'il est enclavé et qu'il n'y a pas de possibilité d'exporter, donc obtenir un prix qui reflète le prix international. Donc, encore une fois, on est dans une situation où il y a une dizaine de milliards de dollars qui est essentiellement subventionné aux raffineries américaines par les producteurs canadiens, alors que les raffineries de l'Est du Canada continuent à s'approvisionner de l'étranger pour un peu plus que 50 % de leurs besoins. Maintenant, quelques mots sur les raffineries de l'Est du Canada. Donc, on en a parlé plus tôt aujourd'hui, environ 700 000 barils par jour de capacité de raffinage, entre 7 et 800 000 en fait. Et on sait qu'à peu près 21 % du pétrole en 2014 venait du Canada et 79 % provenait de l'étranger. On sait qu'avec le renversement de la ligne 9 d'Enbridge, ce chiffre-là va changer en 2016. Donc, on sait que ça va représenter à peu près 300 000 barils, dépendamment encore une fois de la diète de brut qui sera acheminée via la ligne 9. Donc, je vous dirais entre 250 et 300 000 barils par jour pour les raffineries de l'Est. Le reste venant encore une fois essentiellement des importations. On parle ici des États-Unis encore une fois, de l'Arabie saoudite, de l'Algérie et de l'Irak. Donc, Énergie-Est peut réduire la dépendance historique de l'Est du Canada envers le pétrole étranger. Maintenant, les marchés potentiels d'exportation. La côte Est américaine, actuellement, on a 7 raffineries qui ont une capacité de raffinage de 1,2 million de barils par jour, qui ne sont pas branchées directement par pipeline. Donc, ces raffineries-là sont approvisionnées essentiellement par train et par navire-citerne. Donc, ils pourraient continuer à être approvisionnés par navire-citerne, mais en provenance de Saint John. Le Golfe du Mexique, évidemment, un très grand centre de raffinage avec 51 raffineries et une capacité de raffinage de l'ordre de 9,9 millions de barils par jour. Du côté de l'Europe et de l'Inde, on parle en Europe de 107 raffineries qui seraient accessibles par navire pour une capacité de l'ordre de 15,3 millions de barils par jour. On sait que les raffineries d'Europe actuellement importent principalement leur pétrole d'Arabie saoudite, de Russie et du Mexique. En ce qui concerne l'Inde, on parle de 21 raffineries pour une capacité de 4,6 millions de barils par jour et ils importent plus de la moitié de leurs besoins du Moyen-Orient. En résumé, le brut sulfureux de l'Ouest canadien renferme 166 milliards de barils de pétrole brut, ce qui en fait la 3e plus grande réserve au monde. La production de l'Ouest du Canada continue à croître et ce sera une tendance qui se continuera à moyen et long terme. Pour répondre à leurs besoins, les raffineries de l'Est du Canada importent encore plus de 50 % de leurs besoins de pétrole de l'étranger. Énergie-Est pourra profiter aux raffineries de l'Est du Canada en leur assurant un approvisionnement à long terme en pétrole brut de l'Ouest canadien et en brut Bakken et permettra de diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole brut et pourra éventuellement faciliter certains projets d'agrandissement. Enfin, Énergie-Est améliorera l'accès au marché des producteurs canadiens et le projet est soutenu par des contrats à long terme conclus avec des expéditeurs établis. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. Bergeron. Alors, les registres sont maintenant fermés pour la première ronde et nous allons amorcer la période de questions avec Mme Grandbois.
c'est... I'm surprised a little bit. It's rare that I have the opportunity to speak so fast and ask a question. Mr. Bergeron, this is a broad question. You gave us an overview of the situation. I would like to have, I don't think that I have seen in your documents, the documents that you've tabled up to now at the NEB. Estimée entre les trois types de trois grandes catégories là, de pétrole brut que vous transporteriez par le pipeline, soit le pétrole brut classique, là, qui est souvent là, de Bakken, ou le brut synthétique, et finalement, probablement le principal type de pétrole, le pétrole de bitume dilué, le dilbit. Donc, je me souviens pas d'avoir vu vraiment d'estimer de la répartition puis je comprends que ça va varier dans le temps, tout ça, mais vous devez sûrement avoir certaines hypothèses, là, peut-être avec une variation dans le temps. Donc, on aimerait avoir cette information-là de la répartition. Et également, si vous pouviez, quand on parle du pétrole de Bakken, vous avez bien expliqué là, de quoi il s'agissait, mais comme vous dites, ce sont des réserves ou en tout cas des projets qui sont à cheval entre la frontière américaine et canadienne. Donc, pourriez-vous également nous indiquer dans le pétrole qui serait transporté par votre pipeline, encore là, vous estimez la proportion de pétrole en provenance du Canada versus pétrole provenant des États-Unis, à quel pourcentage, puis encore là, si ça varie dans le temps, de quelle façon est-ce que ça varie. Et je vous dirais que... Alors, grosso modo, ça serait ma première question. Puis je vous avoue, si vous êtes déjà en mesure de me donner un ordre de grandeur, en tout cas certainement pour la question Canada-États-Unis, ça serait bien parce que c'est certain que ça colore un peu là, plusieurs des questions qu'on peut avoir par la suite. Alors, je vais commencer par effectivement la dernière partie de la question. La capacité, je vous dirais, physique des systèmes pour amener du brut de la formation Bakken du côté américain vers Énergie Est, la capacité physique, c'est 300 000 barils par jour. Alors, ce n'est pas nécessairement la prévision, mais on ne pourrait pas transporter plus. Maintenant, en ce qui concerne l'autre partie de la question, si vous le permettez, on va prendre un engagement là, de vous revenir avec des tableaux plus précis, parce que ça pourrait prendre quand même quelques minutes là, à vous donner une bonne réponse. Puis juste pour revenir au premier élément de votre réponse, vous dites 300 000, c'est le maximum. À cette étape-ci, pensez-vous que vous allez être à la moitié de cette capacité-là? Ou, puis encore là, je comprends que c'est des estimations, mais pensez-vous être au maximum ou plutôt à la moitié ou plus bas que ça? Ce que je vous propose, c'est lorsque je vais répondre à la première partie de la question, on va tenter de vous donner une meilleure estimation. À ce stade-ci, c'est difficile d'avancer des chiffres parce que, encore une fois, nous, on est le transporteur et l'expéditeur et le raffineur doivent s'entendre sur la qualité, la quantité. Donc, on a des ordres de grandeur, on a des chiffres approximatifs. Encore une fois, je vous ai donné la capacité physique du système. Maintenant, on va essayer de vous revenir avec l'information un petit peu plus précise là, sur, je dirais, les plages possibles. Merci, M. Bergeron.